C'est avec un très, très grand plaisir qu'en ce début de colloque, nous accueillons Rudy Locke, Monsieur Locke, professeur de linguistique anglaise et de traductologie au département des langues étrangères appliquées de l'Université de Lille en France. Il est responsable de la formation de master en traduction spécialisée. Ses recherches portent sur la traductologie de corpus, l'utilisation de corpus électronique comme outil d'aide à la traduction et évidemment l'enseignement de la traduction. Rudy Locke a publié un certain nombre d'articles, vous les connaissez certainement, de chapitres et de livres sur le sujet en anglais et en français. En particulier, on connaît bien son livre « La traduction de corpus », paru en 2016. Il est actuellement président pour quelques années de l'Association française des formations universitaires au métier de la traduction, la FOURD, un petit peu notre pendant de l'ACET, et membre du comité directeur du réseau EMT, qui est donc l'European Masters in Translation de la Commission européenne. Le titre de sa conférence est, comme vous le voyez à l'écran, « Former les futurs traducteurs, traductrices à la traduction automatique ». Pourquoi, quand et comment? Alors, Rudy, je vous invite à prendre la parole et vous avez quelques minutes de plus. Voilà. Merci beaucoup. Comme je suis très bavard, ça ne sera pas du luxe. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Je suis ravi de pouvoir participer à cet événement. Donc, merci beaucoup de m'avoir invité. Donc, alors, comme c'est la première conférence, j'ai essayé d'adopter une approche un petit peu généraliste. Donc, pourquoi, quand et comment? Je n'ai certainement pas la prétention de répondre à toutes ces questions parce que ce sont des questions difficiles. Il y a notamment un certain nombre de débats qui agitent le monde des formateurs et des formatrices en traduction. On se pose beaucoup de questions, on trouve parfois certaines réponses, on n'a pas toutes les réponses. Donc, je n'ai évidemment pas la prétention de répondre à toutes ces questions. Je vais poser un certain nombre d'enjeux, un certain nombre de points de départ, faire un peu un état des lieux de la situation actuelle pour expliquer pourquoi c'est devenu absolument incontournable de former à la traduction automatique les futurs professionnels. Mais évidemment, je n'ai pas les réponses à toutes les questions. Et je pense que pendant ces 2 jours, il y aura justement beaucoup d'échanges et beaucoup de débats qui vont nous permettre d'affiner nos pensées et d'échanger nos points de vue. Donc, je vais d'abord commencer par une série de points de départ qui expliquent pourquoi on a besoin de former les futurs professionnels à la traduction automatique et que cette formation est un peu, on va dire, urgente, c'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément attendre trop longtemps. Et dans une deuxième partie, je vais aborder la question des conséquences et donc des enjeux. Qu'est-ce qu'on enseigne quand on enseigne la traduction automatique? Et passer aussi en revue un certain nombre de questionnements autour de cet enseignement, puisque beaucoup de choses n'ont pas encore été résolues. On tâtonne encore sur ces questions. Donc, mon premier point de départ sera tout simplement le constat que tout le monde fait que l'utilisation de la traduction automatique dans le marché des métiers de la traduction, elle est très répandue avec une technologie qui est de plus en plus présente, mais qui par contre ne ralentit pas le marché. C'est-à-dire qu'au niveau mondial, on constate, alors il y a toujours des petites disputes sur les chiffres, hein, mais globalement, on constate que c'est un marché qui est toujours en pleine expansion, le marché des services linguistiques qui semble résister à toutes les crises et aussi à tous les développements technologiques. Donc, le développement technologique de la traduction automatique neuronale depuis 2016 ne semble pas ralentir le marché. Donc, pour tous les pessimistes qui pensent que la traduction automatique va venir remplacer l'humain, les chiffres nous disent le contraire. En Europe, on considère toutefois que 2018 représente un véritable tournant, puisque pour la toute première fois, le nombre d'entreprises
donc qu'on appelle donc les LSPs, prestataires de services linguistiques. Pour la première fois, plus de 50% d'entre elles déclaraient avoir recours à la traduction automatique. Donc ça a été un véritable tournant et c'est un point de départ important. Aujourd'hui, la traduction automatique est présente, très présente sur le marché. Une enquête toute récente, toujours au niveau européen, hein, je m'excuse, moi j'ai un point de vue européen, je ne connais pas les chiffres d'Amérique du Nord, mais justement, on pourra peut-être échanger sur cette question. Une étude toute récente qui a été publiée il y a quelques semaines montre que 70% des indépendants utilisent aujourd'hui la traduction automatique et que ça représente 23% de leurs projets aujourd'hui. Donc voilà, on a une présence de la traduction automatique qui est incontestable, qui a forcément entraîné des modifications dans les méthodes de travail, dans le modèle économique évidemment. On a parfois été amené à parler de technologies disruptives, même si tout le monde n'est pas forcément d'accord. Par exemple, Dorothy Kenny explique que pour elle, on n'a pas affaire à une technologie disruptive, on est davantage dans une évolution. Je vais évidemment pas pouvoir répondre à cette question aujourd'hui, mais c'est en tout cas une technologie, la traduction automatique neuronale, qui a entraîné un certain nombre de modifications dans le secteur. Et donc, nécessairement, les nouveaux professionnels doivent y être formés, comprendre ce qu'est la traduction automatique, comment ça fonctionne, comment faire une bonne post-édition avec les différents types de post-édition qui existent, faire le lien évidemment avec la gestion de projet, sans oublier les questions de déontologie qui accompagnent l'utilisation de cette nouvelle technologie. Alors, la traduction automatique est présente sur le marché, mais le marché est aussi fragmenté. On oppose assez traditionnellement, y compris pour la question de la traduction automatique, la traduction littéraire de la traduction non littéraire. La traduction automatique étant censée ne pas forcément être très utile pour la traduction littéraire, mais les choses changent, hein. On voit un certain nombre de colloques sur le sujet, d'écoles d'été, de formations pour l'utilisation de la traduction littéraire. Il y a notamment le colloque Tract de l'université Paris-Sorbonne qui s'intéresse de près à cette question. Donc, les choses bougent. Il y a aussi évidemment les différents types de traduction comme la localisation, la traduction audiovisuelle, la traduction éditoriale ou encore la transcréation, avec là aussi un impact différent de la traduction automatique sur ces différents secteurs. Par exemple, en traduction audiovisuelle ou en transcréation, l'intégration se fait plus difficilement avec des résultats qui sont moins probants. On constate aussi du niveau de la demande que quand la traduction automatique fournit une qualité qui finalement est good enough, c'est-à-dire voilà, c'est pas génial, mais ça suffira. C'est quelque chose qui peut suffire pour certains clients, donc c'est une réalité du marché, il faut l'avoir en tête. Et puis enfin, il faut aussi noter que le marché est fragmenté parce que certains professionnels font de la résistance, parfois pour des raisons très pragmatiques, parfois pour des raisons plus idéologiques. Donc ça, c'est mon premier point de départ. Le deuxième point de départ, c'est que chez les étudiants qui nous arrivent en formation de traduction, ces étudiants utilisent de façon massive les traducteurs en ligne, et ce depuis ce qu'on appelle chez nous le lycée en France, c'est-à-dire avant l'entrée à l'université. Là, je vous ai mis quelques études récentes sur le sujet et à chaque fois, ce que l'on constate, c'est une utilisation massive des traducteurs en ligne, donc comme DeepL, Google Traduction ou encore Bing ou les autres moins connus. L'utilisation est réellement massive et ça pose un certain nombre de questions avec des enjeux qui sont importants parce que les étudiants s'en servent comme outil, certes de traduction, mais aussi comme outil d'aide à la rédaction et d'aide à la correction. Alors que paradoxalement, il y a très peu de formations spécifiques, que ce soit du côté des étudiants comme des enseignants, aux enjeux de l'utilisation de ces traducteurs en ligne. Et on assiste donc à ce qu'Aurélie Bourdet, alors elle l'a repris de Certeau, hein, appelle une pratique buissonnière de ces outils. Moi, c'est ce que j'appelle l'éléphant dans la salle de cours, parce que les étudiants se servent de la traduction automatique pour leur préparation. Les enseignants savent que les étudiants s'en servent, mais on n'en parle pas beaucoup. Et ça c'est un problème parce qu'on constate, et je vais en parler dans quelques instants, que les étudiants ont parfois tendance à surestimer leur capacité à repérer et à corriger les erreurs
que fait la machine et se pose aussi les questions évidemment liées au plagiat. Parfois, utiliser la traduction automatique, ça relève du plagiat et les étudiants n'en ont pas forcément toujours conscience. Alors, pour illustrer un peu ce propos d'utilisation massive mais pas optimale, je vais vous parler d'une étude qu'on a menée à l'Université de Lille chez des étudiants de troisième année de licence, donc avant l'entrée en formation de traduction professionnelle. Donc, juste avant l'entrée en master, c'est une étude qu'on a commencée au printemps 2020 et qui continue encore aujourd'hui. La question qu'on se posait, c'est de savoir comment nos étudiants utilisent les traducteurs en ligne. Donc, on s'est intéressé à ces étudiants en fin de licence. Donc, chez nous, c'est la troisième année après le baccalauréat, donc la troisième année à l'université. Ce sont des étudiants donc inscrits en langues étrangères appliquées, qui ont deux langues de travail en dehors du français, l'anglais pour tous, et ensuite une langue à choisir parmi toute une série de langues. Et ils ont des cours de traduction du semestre 2 au semestre 6, où ils traduisent des textes journalistiques, mais aussi des brochures touristiques, des infographies, des extraits de sites Internet. C'est de la traduction qui est plus pédagogique que professionnelle, c'est-à-dire que son objectif, c'est clairement le développement des capacités langagières dans les langues de travail. Donc, on ne parle pas du tout de gestion de projet, par exemple, ou on ne parle pas d'outils de TAO. Et ce que l'on a constaté, alors on n'a pas été très surpris évidemment par ce résultat, c'est que nos étudiants utilisent beaucoup les traducteurs en ligne lors de leur préparation, plus de la moitié parfois et un peu moins d'un tiers souvent. Voilà, on n'a que 12% des étudiants qui disent qu'ils n'utilisent que rarement la traduction automatique. On note une petite asymétrie au niveau des langues de travail, c'est-à-dire qu'ils ont tendance, ce qu'on constate, à l'utiliser davantage quand ils ont moins de compétences dans la langue concernée. C'est-à-dire que chez nous, clairement, ils sont meilleurs en anglais parce que c'est une langue qu'ils ont étudiée depuis plus longtemps, alors que leur langue B, souvent, il y a 2 ans d'écart, voire 3 ans d'écart au niveau de la durée d'apprentissage. Et on constate que les étudiants s'en servent du coup davantage pour leur langue B par rapport à l'anglais. Qu'est-ce qu'ils utilisent? Alors, chez nous, en majorité, DeepL, mais aussi Google Traduction, un peu Reverso Traduction. Et ce qui nous a interpellé aussi, c'est la rubrique Autres. Et quand on a demandé des précisions sur Autres dans notre sondage, on a vu apparaître des outils comme Word Référence, Lingui, que vous connaissez peut-être, ou Pleco, ça c'est pour le chinois. Et en fait, ça, ce ne sont pas des traducteurs en ligne. Et donc, ça montre que chez les étudiants, il y a une forme de confusion par rapport à tous les outils qui leur sont proposés en ligne. Ce n'est pas forcément très clair pour eux, ce qu'est un traducteur en ligne. Et on le voit aussi dans leur utilisation des traducteurs en ligne, ils ont tendance à s'en servir comme des dictionnaires. Alors, ils s'en servent pour pas mal de choses, hein, traduction et comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, outils d'aide à la rédaction, à la compréhension et aussi pour réaliser leurs exercices de grammaire. Alors, comment ils utilisent ces outils-là? Ils sont finalement très, très peu nombreux quand ils ont un texte à traduire, à copier-coller l'intégralité du texte pour ensuite corriger la traduction. Ils sont seulement 3,7% à faire ça. La majorité d'entre eux font quoi? Ils tapent des bouts de phrases, parfois même des mots, et ensuite ils intègrent les traductions proposées à leur traduction. Et on a aussi un tiers des étudiants qui en fait traduisent tout seuls dans leur coin et ensuite comparent leur traduction à ce que la traduction automatique peut proposer. Et là, ils font éventuellement des modifications. Mais on est quand même très très loin d'une utilisation paresseuse d'étudiants qui feraient un copier-coller intégral des traductions. Je précise que les 2 sondages que l'on a menés étaient totalement anonymes, puisque ce que l'on souhaitait, voilà, on ne voulait pas que les étudiants se sentent surveillés dans leurs réponses, et donc ils ont été encouragés à être le plus honnête possible. Et quand on leur demande s'ils se sentent capables de repérer les erreurs de la traduction automatique, puisqu'elle en fait toujours, on a quand même une écrasante majorité de plutôt oui et sans aucun problème par rapport à du plutôt non ou du pas du tout. Que ce soit dans le sondage de 2020 ou 2021, on constate voilà, une écrasante majorité. Les étudiants s'estiment capables de repérer les erreurs de la traduction automatique. Et ce résultat-là, il va être totalement et de façon assez violente contredit par les résultats du test qui a suivi. C'est-à-dire qu'on leur a donné un texte traduit automatiquement, donc un texte de presse généraliste, traduit automatiquement avec DeepL, et on leur a donné cette traduction. On a brut, on n'y a pas touché, on a donné les 2 textes côte à côte, et on leur a donné comme consigne de corriger les erreurs de la machine, les erreurs de fidélité et les erreurs de fluidité sans se justifier.
Nous, en amont, avec les collègues, on avait repéré 20 erreurs qu'on estimait importantes et qui méritaient d'être corrigées. Je vous donne quelques exemples. Donc ça, c'était le début du texte. Il y avait des erreurs de fidélité vraiment très importantes, comme was barely aligned by Paris standards, traduit par était à peine plus longue que celle de Paris. Il y avait des calques comme dictating Mandarin, traduit par dicter le mandarin dans un téléphone, ou snakes around the back, serpente dans le dos, plutôt que serpenter vers l'arrière de la boutique. Des calques comme the line, traduit par la ligne, plutôt que la file d'attente ou la queue. Aussi des erreurs grammaticales, un après-que suivi du subjonctif que l'on retrouve dans la traduction automatique, là où on attend un indicatif, mais encore mieux une nominalisation après le décès d'un touriste chinois, ou encore des erreurs de ponctuation avec des ouvertures ou des fermetures de guillemets intempestives. Donc voilà le genre d'erreur qu'il fallait repérer. Et le résultat a été assez catastrophique et vraiment en deçà de nos attentes, puisque sur les 20 erreurs que nous avions pré-identifiées, seulement un peu plus de 5 erreurs ont été bien identifiées et corrigées par les étudiants. Un peu plus de 2 erreurs ont été bien identifiées mais mal corrigées, mais surtout, les étudiants sont passés au-dessus de plus de la moitié des erreurs, ne les ont pas repérées, n'y ont pas touché, n'ont rien corrigé. Alors, on a repéré une meilleure identification des problèmes de fidélité, comme par exemple was barely aligned by Paris standards. On a près de 8 étudiants sur 10 qui ont repéré et corrigé cette traduction, alors que, par exemple, le subjonctif après que a été très peu corrigé, ou des calques totalement évidents, comme dicter le mandarin, n'ont pas été corrigés. Donc, on a conclu sur le fameux effet priming, c'est-à-dire l'influence qu'a ce que propose l'écran et dont on a du mal à se détacher. Si les résultats complets vous intéressent, tout a été publié dans l'article coécrit avec ma collègue Sophie Lechoguette. Vous retrouverez là tous les résultats et une discussion de ces résultats. J'en parle aujourd'hui, en fait, tout simplement parce que c'est un point de départ pour la formation en traduction. Voilà ce que font nos étudiants avant d'arriver dans une formation de traduction professionnelle. Ils utilisent ces outils de façon massive, mais de façon non raisonnée, avec aussi un certain nombre d'idées reçues, un certain nombre de craintes et une vision biaisée, j'en reparle dans un instant, que l'on doit gérer. Pour moi, ça se discute, mais pour moi, dès l'entrée en formation de traduction professionnelle, véritablement sans attendre, parce que cette utilisation, elle est vraiment bien installée, mais elle est parfois mal installée, justement. Et donc, ça s'oppose à cette idée d'éléphant dans la salle de cours et l'idée qu'il faudrait attendre que les compétences en traduction soient bien installées. Pour moi, c'est une position qui aujourd'hui devient intenable par rapport justement à cet état des lieux. Alors donc, état des lieux, donc premièrement, utilisation répandue sur le marché. Deuxièmement, une utilisation massive, mais pas toujours optimale chez les étudiants au moment de l'entrée en formation de master professionnel. Et troisième état des lieux, une vision biaisée de ce qu'est la technologie et de ce qu'elle peut faire ou ne peut pas faire. Et là, on retrouve une polarisation qu'on retrouve comme sur plein d'autres sujets, avec une position de gens qui estiment que cette technologie, elle est totalement inutile, que c'est forcément pour les mauvais traducteurs, que c'est toujours truffé d'erreurs, et donc une tendance à sous-estimer ce que la technologie peut faire. Et à l'inverse, on va trouver des gens qui trouvent que la traduction automatique aujourd'hui est devenue tellement bonne qu'on est entré dans une menace, voire une obsolescence programmée pour les traducteurs et les traductrices. Et pourquoi on retrouve cette vision biaisée, alors dans le grand public, chez le grand public et donc a fortiori chez nos étudiants? C'est que la presse se fait écho parfois justement de cette idée que la traduction automatique aujourd'hui est devenue très bonne, tellement bonne qu'on pourrait se passer des traducteurs et que les traducteurs sont en danger. Il y a une étude très intéressante qui a été menée par Viera qui a analysé les articles de presse qui ont été publiés en anglais entre la fin des années 80 et la fin des années 2010 et qui renvoie très majoritairement une image positive de la technologie. Donc, le grand public et donc nos étudiants en entrée de formation sont influencés par cette image positive. Et à l'inverse, partout sur Internet, on trouve, il y en a partout, des ratés supposément drôles de la traduction automatique. J'imagine que vous les croisez régulièrement. Voilà, ça fait rire, ce sont des ratés. Mais le problème de cette vision-là, c'est qu'elle a tendance à discréditer
la technologie et donc ce n'est pas non plus une vision raisonnée et dépassionnée de la technologie. De la même manière, on trouve des tests parfois un peu surréalistes comme traduire Hamlet avec Google Traduction ou traduire la poésie de Coleridge. Voilà, forcément, ça ne marche pas. Alors moi, c'est ce que j'appelle utiliser une perceuse pour essayer d'enfoncer un clou. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas bien du tout, mais ce n'est pas la faute de la perceuse. C'est juste que ce n'est pas le bon outil. Et c'est un peu ça, utiliser la traduction automatique pour traduire du Shakespeare ou pour traduire de la poésie, évidemment que ça ne marche pas. Mais ça ne veut pas dire que la technologie est mauvaise. Et ça, c'est encore une fois une approche biaisée, passionnée et qui n'est pas du tout raisonnée. Et donc, pour conclure sur cet état des lieux, on a besoin de développer, donc je reprends le concept qui a été mis en avant de façon très brillante par Lynn Bowker et Jairo Buitrago-Siro, qui est le concept de empty literacy, ce que moi j'appelle une approche raisonnée. On a besoin de développer chez les utilisateurs et a fortiori chez les étudiants en formation cette nouvelle compétence. Bowker et Buitrago-Siro ont vraiment développé ce concept-là pour la communication scientifique, avec différents types de conseils pour une utilisation critique de l'outil, avec un slogan qui devrait vraiment être inscrit sur tous les sites Internet qui proposent de la traduction automatique. Using empty is easy, using it critically requires some thought. C'est effectivement là tout l'enjeu. Et on a besoin de développer cette compétence-là chez nos étudiants dès l'entrée en formation. Donc, quelles sont les conséquences pour les formations en traduction professionnelle? Il y a toute une série d'enjeux et de questionnements qui se posent pour que cette maîtrise soit justement raisonnée, mais en ayant en tête qu'on part de l'état des lieux que je viens de faire. Alors, ce qui est certain, c'est que la traduction automatique, aujourd'hui, elle est enseignée. Vous prenez le référentiel de compétences du réseau donc European Masters in Translation, qui est un réseau européen qui regroupe 70 à peu près formations de master de traduction à visée professionnalisante. Parmi les 35 compétences listées, on retrouve évidemment la traduction automatique avec l'idée que pour être un bon professionnel aujourd'hui sur le marché, on doit avoir une connaissance de base de cette technologie et on doit être capable de la mettre en œuvre, de comprendre sa pertinence ou sa non-pertinence. Donc, la traduction automatique aujourd'hui, elle est déjà enseignée et ses enjeux sont connus. C'est-à-dire qu'il y a des considérations techniques. Il faut quand même comprendre un minimum ce qu'est cette technologie. L'ATA, ce n'est pas la TAO, c'est différent, c'est autre chose. Il faut en connaître les limites. Il faut être capable de post-éditer, alors soit de la post-édition complète ou de la post-édition partielle, mais aussi être capable de pré-éditer, c'est-à-dire de préparer des textes pour qu'ils donnent de bons résultats en traduction automatique. Donc, les étudiants sont formés, alors beaucoup à la post-édition, moins à la pré-édition, mais on nous dit aussi que sur le marché, la pré-édition n'existe pas beaucoup. Donc, voilà, mais ça fait partie quand même des enjeux. Et il y a aussi évidemment toutes les questions en lien avec la gestion de projet. La traduction automatique, ce n'est pas qu'une question technique, c'est aussi savoir pour les professionnels quand est-ce que je propose la traduction automatique au client, quand est-ce que je ne la propose pas parce qu'elle n'est pas utile, parce qu'elle donnera de mauvais résultats ou parce qu'elle posera des problèmes de productivité au-delà des problèmes de qualité. Il y a aussi la question des tarifs. On ne va pas tarifer un projet de MTPE, donc de post-édition de traduction automatique, comme un tarif de traduction. C'est différent. Comment on calcule la productivité et la rentabilité? Ça ne se fait pas de la même manière que pour un projet de traduction, on va dire, classique. Et au-delà de tout ça, il y a évidemment des considérations éthiques et déontologiques pour une bonne utilisation de la technologie. Donc, les formations essayent de faire le tour de ces questions et avec pour objectif final de dégager la plus-value humaine, c'est-à-dire quelle est la plus-value de l'humain au centre qui utilise cette technologie. C'est ça l'enjeu, le gros enjeu à l'heure actuelle. Alors, les considérations techniques, elles sont importantes aujourd'hui parce que les sorties de traduction automatique depuis l'arrivée de la traduction automatique neuronale peuvent parfois représenter des leurres. C'est-à-dire qu'on lit le texte, la traduction proposée, et on se dit que c'est plutôt pas mal et que c'est bien écrit. Mais forcément, c'est fait pour. Il y a un accent qui est mis aujourd'hui sur la fluidité de la langue cible
parfois au détriment de la fidélité. On est loin de la fidélité, mais ça se lit très bien, c'est un vrai problème. Et les erreurs sont plus difficiles à repérer. Ça, la littérature scientifique sur le sujet l'a bien montré, que ce soit pour les étudiants comme pour les professionnels. Et donc, on retrouve toute cette problématique qu'on trouve aujourd'hui en intelligence artificielle pour tout un tas de métiers, qui est la question de la confiance que l'on apporte à la machine, à l'opposition. Alors, je reprends cette expression, cette excellente expression de O'Brien et Arensberger-Dow, qui est en anglais au départ, hein, Health is Skepticism. Donc, l'idée d'un scepticisme sain. Il faut que l'on développe chez nos étudiants un scepticisme sain vis-à-vis de ce que propose la machine. Ce ne sont pas des calculatrices, les traducteurs automatiques. Donc, le résultat doit être remis en question et doit être contrôlé par l'humain. Parmi les considérations techniques, il y a aussi l'idée de sensibiliser les étudiants au fait que les outils de traduction automatique, que ce soit les outils en ligne ou les plugins ou d'autres sites professionnels, ils font du transfert linguistique, mais pas culturel. Et ça, c'est évidemment un enjeu. Et il y a aussi toute une série d'erreurs récurrentes qu'on va retrouver, des problèmes de gestion des ambiguïtés, lexicales et syntaxiques, des problèmes de traduction de noms propres, des cas pas si rares que ça de non-traduction. On va constater que des mots, des phrases et parfois des paragraphes entiers, moi j'ai pu constater ça avec certains outils, ne sont pas traduits. On va assister aussi à l'apparition de mots qui n'existent pas, des créations lexicales, et des enjeux aussi bien connus comme les biais algorithmiques, la reproduction d'erreurs, puisque qu'est-ce qu'on a derrière les outils de traduction automatique? On a des corpus de données. Donc, s'il y a de mauvaises traductions ou des erreurs de traduction dans ces corpus de données, on va les retrouver dans les résultats de la traduction automatique. Et on retrouve aussi la reproduction d'un certain nombre de préjugés. Et ça, la littérature scientifique, elle a beaucoup travaillé sur ces sujets-là et elle est à même de nous renseigner sur les erreurs récurrentes de la machine. Il y a toute une série d'articles et d'ouvrages sur le sujet qui peuvent vraiment nous aider à former les étudiants pour qu'ils comprennent bien que ce que produit la machine, c'est du machine translationese et qu'il convient d'y jeter un œil et d'y apporter des corrections. Et alors, pour mettre à jour ces phénomènes, ce qui marche plutôt bien avec les étudiants, c'est souvent la preuve par l'exemple, hein. Là, je vous parlais de problématiques liées au transfert culturel. Là, vous avez un très bon exemple de Google Traduction qui propose la traduction de Rising Junior, alors qui correspond à un étudiant de fin de deuxième année à l'université qui s'apprête à passer en troisième année, avec une traduction extrêmement littérale et qui n'a aucun sens, junior montant. Alors, DeepL ne fait pas mieux. DeepL vous propose un étudiant de première année. C'est fluide, mais ce n'est pas fidèle. On retrouve aussi dans cet exemple le problème dont je vous parlais de la traduction des noms propres qui parfois sont traduits, parfois pas traduits. Ici, il n'a pas été traduit. DeepL aura tendance à le traduire et proposer en Angleterre. Donc voilà, avec les exemples, on arrive à montrer des choses rapidement. Même chose pour les biais sexistes, hein, c'est des exemples qui sont bien connus. Quand vous utilisez le mot president en anglais, c'est très souvent un président en français et pas une présidente. Mais par contre, nurse, ce sera une infirmière et pas un infirmier. Et on retrouve ce genre de biais, y compris lorsque normalement il n'y a pas d'ambiguïté. Quand vous avez the president asks the secretary to help her in the procedure, her est normalement coréférentiel avec president. Or, la traduction automatique de DeepL nous donne le président a demandé à la secrétaire de l'aider dans la procédure. Donc, on retrouve ce genre de choses, et y compris dans des exemples où vous avez directors suivis de 3 noms qui sont de façon non ambiguë féminin, hein, Sharon, Nina et Bérangère. Malgré tout, c'est 3 directeurs que nous propose la traduction automatique et pas 3 directrices. Et si on inverse les phrases, on les met dans l'autre ordre, d'abord les noms propres et ensuite directeurs, on aboutit au même résultat. Donc, on peut sensibiliser les étudiants grâce aux exemples. Et pour tout ce qui est machine translationese, l'idée que la langue traduite automatiquement
est différent de la langue produite de façon originale, c'est là où on peut adopter une approche en corpus. Et là, donc, je vous cite une étude qu'on a menée avec nos collègues de l'Université de Gand en Belgique. On a comparé du français journalistique original à du français journalistique traduit automatiquement par différents moteurs de traduction automatique, DeepL et Google Translate, et également eTranslation, qui est le moteur de traduction automatique de la Commission européenne. Et on avait eu la possibilité de tester à la fois le modèle statistique et aussi le modèle neuronal. Je ne vais pas avoir le temps malheureusement de vous donner tous les résultats, mais on a constaté un certain nombre d'écarts, notamment la longueur de phrase, une variété lexicale. Ça a été aussi beaucoup documenté dans les textes traduits automatiquement, beaucoup de répétitions. Là où en français original, on va avoir recours à des synonymes ou des périphrases, par exemple, et aussi des créations lexicales, des mots qui n'existent pas, comme cavalage, vampiriquement, bien bouffeur, vortir, tonnamment. Voilà, la machine propose des mots qui n'existent pas, et également la surutilisation de certains phénomènes linguistiques sous l'influence partielle en tout cas de la langue anglaise, où on va trouver beaucoup plus souvent des mots comme chose ou le verbe dire, là où en français original, on trouvera des termes beaucoup plus précis, des hyperonymes. On va aussi trouver une surreprésentation des structures existentielles en il y a ou des adverbes dérivés en ment. Là encore, si vous souhaitez en savoir davantage, je vous renvoie vers la publication en question. Tout ça, ça donne des résultats pertinents pour la post-édition, qui se doit d'aller au-delà du grammaticalement correct, et ça permet de faire prendre conscience aux étudiants des écarts avec la langue originale. Donc, ça prouve bien que l'intervention humaine reste nécessaire. Alors, au niveau de la formation, les expériences sont nombreuses, c'est-à-dire que l'enseignement de la traduction automatique a donné lieu à beaucoup d'expérimentations où on a observé la performance des étudiants et des professionnels en traduction par rapport à la post-édition. On a observé leur capacité à repérer et à corriger, toutes ces choses-là. Là encore, il y a toute une littérature sur le sujet. Je m'excuse si je n'ai pas cité tout le monde, ce n'est que quelques exemples. Et aujourd'hui et demain, on va encore en entendre parler. Donc, il y a beaucoup d'expérimentations qui sont menées à l'heure actuelle. C'est une très bonne chose. Au-delà des considérations techniques, on a aussi des considérations éthiques et déontologiques. Utiliser l'ATA, ça peut parfois être du plagiat, donc il faut faire attention. Il faut faire attention aussi aux enjeux de confidentialité. Tout ce que l'on va copier-coller dans un traducteur en ligne, les données vont être récupérées. Et là, on a l'expérience d'une société norvégienne qui a retrouvé sur le web comme ça des données confidentielles parce qu'elle avait utilisé un outil de traduction automatique en ligne gratuit. Donc voilà, il faut sensibiliser les étudiants à ça. Sensibiliser aussi à l'impact écologique comme toute nouvelle technologie. Ça consomme de l'énergie et ça consomme beaucoup. Il y a également la question que les données que l'on trouve dans les corpus proviennent de traductions humaines, donc c'est de l'exploitation du travail humain. Donc, il y a tout un travail à faire de sensibilisation sur le concept de fair empty. Et là, il y a un numéro spécial de la revue Translation Spaces, publié en 2020, qui aborde ces questions et qui est intéressant. Et aussi, parce qu'on est en 2022, il faut aussi sensibiliser les étudiants au fait que les données des traducteurs automatiques peuvent être piratées lors d'attaques qu'on appelle des attaques, donc des back translation attacks. L'objectif, ça va être de contaminer les données en fournissant de mauvaises traductions pour qu'au final, les outils de traduction automatique produisent des traductions erronées, voire des traductions offensantes comme des traductions racistes, par exemple. Ce sont des phénomènes qui existent. Alors, c'est très récent, mais c'est un phénomène qui existe. Ça passe par le biais des assistants vocaux, visiblement. Alors, ça ne veut pas dire que tout est réglé. Il y a plein de questions qui se posent, il y a plein de questionnements en cours. Est-ce que quand on enseigne l'ATA, il faut des cours de traduction automatique ou est-ce qu'il faut intégrer la formation à la traduction automatique dans des cours de pratique de la traduction? Un autre questionnement, et les gens ne sont pas forcément d'accord, quand est-ce qu'on introduit le sujet? Est-ce qu'on le fait tout de suite dès le premier jour ou est-ce qu'on attend que les compétences en traduction soient bien installées selon la règle qui dit que tout bon post-éditeur doit d'abord être bon traducteur? Qu'est-ce qu'on fait des évaluations? On autorise ou pas l'ATA? Est-ce qu'on introduit des cours de traitement automatique du langage ou pas? Et est-ce qu'on considère que la traduction automatique, c'est du plagiat ou pas?
Dans quelle mesure? Donc, tous ces débats-là ne sont pas réglés. Il y a des questionnements encore en cours et il y a des débats sur le sujet. Et on note aussi une forme de résistance chez les formateurs et chez les étudiants vis-à-vis de la traduction automatique. Mais dans tous les cas, l'objectif final reste le même, dégager la plus-value humaine, corriger les erreurs de la machine, comme on vient de le dire, sensibiliser au risque de standardisation de la langue, c'est-à-dire au risque de perte de créativité, enseigner la traduction avant tout comme un service commercial que l'on rend à un client, au sein de laquelle la traduction automatique, finalement, n'est qu'un outil avec l'humain au centre qui prend les décisions. Et ça participe au concept donc future proofing the profession, c'est-à-dire de s'assurer à ce que les étudiants qui intègrent le marché soient prêts pour ce marché, avec le fameux adage, alors qu'on a trouvé un peu partout, Machine translation will displace only those humans who translate like machines. J'en ai entendu dans un colloque il y a quelques semaines, je me souviens plus qui, une version légèrement différente et que je trouve intéressante qui dit que en fait la traduction automatique va remplacer les traducteurs qui n'utilisent pas la traduction automatique comme les nouveaux professionnels le font. Et c'est vrai que l'enjeu, il est peut-être finalement là. Pour la sensibilisation à la créativité, voilà le genre de choses qu'on peut faire avec les étudiants avec ce genre d'outils. Je sais que d'autres collègues l'utilisent comme Anna Martikainen, elle en parlera peut-être dans sa présentation. On peut tout à fait sensibiliser les étudiants en leur montrant l'écart entre leur traduction et la traduction automatique, c'est-à-dire finalement qu'est-ce qu'ils ont changé. Parce qu'on sait que les étudiants utilisent la traduction automatique. Là, par exemple, vous avez les cas de deux étudiants à qui j'avais donné le même texte. Et pour certains, on a une similitude avec la traduction automatique de 72%. Ça, c'est en haut. Et en bas, on a une similitude seulement de 25%. Et ce n'est pas forcément corrélé à la note obtenue sur 20. On a vraiment une corrélation qui est assez faible entre une forte utilisation de la TA et le résultat sur 20. Alors, je vous avoue que je ne sais pas encore trop quoi faire de ces résultats. Je suis en train d'y réfléchir. Mais ça permet au moins de sensibiliser les étudiants à leur capacité, à leur créativité linguistique, on va dire. Toujours sur la question de dégager la plus-value humaine, ça veut dire qu'il faut donner aux étudiants des textes à traduire, mais qui correspondent à des projets de traduction à gérer avec des consignes spécifiques. C'est-à-dire pas simplement leur donner des textes à traduire, mais leur donner des consignes de terminologie, donner un guide de style, leur demander de localiser des URL, donner des instructions de référencement ou de format. Par exemple, là, moi, c'est le dernier examen que j'ai donné à mes étudiants. Donc, il y avait ce texte qui est un extrait du Financial Times à traduire. Je leur avais demandé de le traduire en français de France, mais je leur avais demandé aussi de respecter le guide de l'OCDE, qui est vraiment pas facile à respecter pour ce qui est des chiffres, des espaces insécables, des devises, des décimales, etc. Je leur avais demandé aussi de convertir les sommes en dollars en euros avec une date précise. Je leur avais demandé de gérer les liens hypertextes, de les reproduire en les localisant ou pas, une liste de termes autorisés ou interdits, de présenter le texte d'une certaine façon à renvoyer en PDF pour aller au-delà du transfert linguistique et pour que mon évaluation aille au-delà de la question du transfert linguistique. Il me semble que c'est un levier particulièrement intéressant pour évaluer les étudiants aujourd'hui qui utilisent la traduction automatique. Un dernier exemple rapide, un tutoriel informatique qui concernait University College London que je leur ai demandé d'adapter pour l'Université de Lille. Donc, pour conclure, mes conclusions, voilà, sans apporter toutes les réponses, c'est de dire que puisque la traduction automatique est là, il faut apprendre à travailler avec et il faut former les traducteurs et les traductrices et les interprètes de demain. Ma position personnelle, pour toutes les raisons que je vous ai données, est plutôt dès le premier jour, sans trop attendre, pour éviter cet effet justement éléphant dans la salle de cours et sensibiliser les étudiants dès le départ au fait que la plus-value de l'humain par rapport à la machine, elle est réelle, elle existe. On ne l'invente pas, mais il faut la définir, il faut l'exploiter et y sensibiliser les futurs professionnels. Tout n'est pas résolu, loin de là, comme j'ai pu le dire, d'autant que la technologie va encore forcément évoluer. Donc tout ça, c'est une approche scientifique, raisonnée, dépassionnée pour former au mieux les professionnels de demain. Voilà, et je vous remercie pour votre attention.